Bonjour tout le monde. La chiropraxie est une pratique manuelle inventée aux États-Unis, où elle jouit encore d'un franc succès au bout de 130 ans d'existence avec plus de 80 000 praticiens et 130 000 dans le monde. En France, selon l'UNICEF, ils sont 1500 à exercer cette profession. Nous allons enquêter ensemble pour voir si cette pratique manuelle repose sur des principes clairs et démontrés et s'il existe des preuves scientifiques de son efficacité. On va dépoussiérer la question. Je suis extrêmement drôle. Pour cette vidéo, j'ai consulté un certain nombre de sources qui sont indiquées dans la description et qui apparaîtront à côté de moi pendant que je vous parle. Notamment, il y a les travaux du Center for Inquiry, de l'AFIS, du Dr Edzard Ernst, mais aussi le rapport de l'INSERM en 2011, le site Psyram et les sites faisant la promotion de la chiropraxie, évidemment. En avant! La découverte et les principes. On peut trouver sur le site Quackwatch du Center for Inquiry, une association américaine d'information sur les sciences, le paranormal et les pratiques de soins alternatifs, plusieurs pages dédiées à la chiropraxie et notamment des extraits du livre où Daniel David Palmer relate sa découverte. En 1910, notre homme publie The Chiropractor Adjuster, also called The Textbook of the Science, Art and Philosophy of Chiropractic. Maintenant, je me fatigue plus à essayer d'avoir l'air anglais. Et en français, certains ont traduit ça par Le Vadémécum chiropratique, le livre de la science, de l'art et de la philosophie de la chiropraxie. Et voici les mots de Palmer lui-même. J'ai été magnétiseur pendant 9 ans, avant de découvrir les principes qui constituent la méthode connue sous le nom de chiropratique. Alors moi je dirais chiropratique ou chiropraxie, les deux indépendamment. Je trouve que chiropraxie est un très joli mot en fait, je l'aime beaucoup donc je l'utilise. Au cours de cette période, une grande partie de ce qui était nécessaire pour compléter la science a été élaborée. J'avais découvert que de nombreuses maladies étaient associées à des troubles de l'estomac, des reins et d'autres organes. Bon, d'accord, alors question de contexte, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, à la même époque, à Davenport, donc c'est là où il a vécu, une édition de 1894 du journal local, le Davenport Leader, écrivait ceci. Un fanatique du magnétisme a l'idée folle qu'il peut guérir les malades et les infirmes avec ses mains magnétiques. Ses victimes sont les faibles d'esprit, les ignorants et les superstitieux, ces gens insensés qui sont malades depuis des années et qui en ont assez du médecin ordinaire et qui veulent la santé par des méthodes raccourcies. Il a certainement profité de l'ignorance de ses victimes. Son augmentation d'activité montre ce qui peut être fait à Davenport, même par un charlatan. Je reviens aux mots de M. Palmer. Dans ma recherche de la cause de la maladie, une question a toujours été au centre de mes préoccupations. Je voulais savoir pourquoi une personne était malade alors que son associé qui mangeait à la même table, travaillait dans le même atelier, sur le même établi, ne l'était pas. Pourquoi? Quelle différence y avait-il entre ces deux personnes pour que l'une d'elles soit atteinte de pneumonie, de catarrhe, de typhoïde ou de rhumatisme alors que son partenaire, dans la même situation, y échappait? Pourquoi? Cette question, qui a préoccupé des milliers de personnes pendant des siècles, a trouvé sa réponse en septembre 1895. Que se passe-t-il en septembre 1895 à Davenport, dans l'Iowa, le 6 ou le 15 ou le 18, parce que les sources divergent, et divergent c'est énorme, Palmer invente la chiropraxie en remettant en place une vertèbre du concierge de son immeuble, M. William Harvey Lillard. Il l'a rendu célèbre par le même coup, ce qui a eu pour résultat, attention, de le guérir en 2 traitements, en 2 séances, et en quelques jours, de la surdité dont il souffrait depuis 17 ans. Palmer écrit la chose suivante. Cet ajustement n'avait rien de grossier. Il était spécifique à tel point qu'aucun chiropraticien ne l'a égalé. Et de fait, nous n'entendons pas souvent parler de sourds ayant retrouvé l'ouïe grâce à la chiropraxie, preuve que Palmer reste inégalé comme il l'avait dit. Rendre l'ouïe aux sourds est aussi revendiqué par l'acupuncture, rappelez-vous, hein, on l'a vu ça la dernière fois. Là non plus, sans qu'on puisse citer beaucoup d'exemples avérés. Plus tard,
Il soigne un malade du cœur en remettant en place une vertèbre et il révèle la chose suivante. C'est ainsi que la science, parenthèse connaissance, et l'art, entre parenthèses ajustement, de la chiropratique ont vu le jour à cette époque. J'ai ensuite entrepris une recherche systématique de la cause de toutes les maladies et j'ai été amplement récompensé. Il poursuit, le système dualiste, esprit et corps, unis par la vie intellectuelle, l'âme, est à la base de cette science de la biologie. Et la tension nerveuse est à la base de l'activité fonctionnelle dans la santé et la maladie. Les chiropraticiens corrigent les anomalies de l'intellect comme celles du corps. Un peu plus loin, ces découvertes et leur développement en une science bien définie valent plus pour l'étudiant, le praticien et ceux qui désirent la santé que toutes les méthodes thérapeutiques réunies. Le melon, c'est moi, dit M. Palmer. C'est moi qui ai combiné la science et l'art et qui en ai développé les principes. J'ai répondu à la vieille question « Qu'est-ce que la vie ?» Il va très bien. Il est mort maintenant, mais il allait très bien. Il ajoute dans le même livre que la chiropraxie rendrait, je cite, cette étape de l'existence beaucoup plus efficace dans sa préparation à l'étape suivante, la vie de l'au-delà. Fin de citation. Bref, le mec a un melon de la taille du Texas, il a pratiqué la phrénologie, il croit pouvoir guérir avec son magnétisme naturel, marié 6 fois, il battait ses enfants et les circonstances de son trépas sont un peu bizarres. Ça n'a rien à voir avec la discipline, mais quand même un peu ça colore. Comme d'habitude, la personnalité des inventeurs de ce type de médecine nous permet de nous faire un avis sur la qualité épistémique des phrases qui franchissent leur bouche. Donc c'est important de poser ce contexte. Et donc, la mort de M. Palmer est un peu bizarre. Écoutez bien, vous allez être surpris. Hein. Il est officiellement mort d'une fièvre typhoïde, mais après avoir été renversé par une voiture conduite par son fils, Bartlett Joshua Palmer, chiropracteur lui-même, avec lequel les relations étaient extrêmement mauvaises. Une plainte pour tentative de meurtre est déposée, mais pas instruite. L'invention de la chiropraxie se fait sans méthode et avec une justification quasi religieuse. Bref, le personnage est douteux, mais ça n'est pas la preuve que ces idées étaient fausses, bien sûr. Ça n'est pas la preuve que la chiropraxie ne fonctionne pas. Mais je le rappelle, poser ce contexte, c'est important. Il faut toujours qu'on se demande qui nous parle, depuis où, et qu'est-ce qu'on a comme autre info pour évaluer si ce qu'on nous dit, si cette personne est digne de confiance. Ça fait partie des outils de la pensée critique. Regardons de près les principes. La chiropraxie consiste à détecter des subluxations. Qu'est-ce que c'est? C'est un mauvais alignement des vertèbres interférant avec le flux de ce que les chiropracteurs appellent l'intelligence innée. C'est-à-dire, je cite, la force interne qui nous guérit. Chacun de nous possède une intelligence innée qui nous permet de nous construire, nous réparer et nous maintenir en bonne santé. Cette intelligence s'exprime grâce à notre système nerveux. Fin de citation, mais j'ouvre encore des guillemets. La subluxation empêche l'intelligence innée de s'exprimer. Voilà pour les grands principes. Autrement dit, les chiropracteurs adhèrent au vitalisme, la croyance en l'existence d'un fluide spécial, quelque chose, une substance non élucidée, présente uniquement dans les êtres vivants pendant qu'ils sont vivants. Et Palmer déclare que 99% des maladies proviennent d'une obstruction du flux d'intelligence innée. Et ça, c'est le corpus de base auquel les chiropracteurs doivent adhérer. C'est comme ça. Dans son article de 2008, Chiropraxie, une évaluation critique, le professeur Edzard Ernst rappelle la chose suivante, : les premières brochures chiropratiques mentionnent
à peine les douleurs dorsales ou cervicales, mais affirme que la chiropratique peut traiter des affections telles que la folie, les troubles sexuels, la rougeole et la grippe. Même ceux qui pratiquent la chiropraxie ne sont sans doute pas hyper enclins à croire que leur pratique guérit la grippe. Il n'existe aucune preuve de l'existence de ce flux, bien sûr, mais j'ai pire que ça comme nouvelle. Il n'y a pas non plus de preuve de l'existence de ce que c'est qu'une subluxation, sur laquelle repose toute la théorie. Et déjà, vous pressentez que ça va nécessairement poser quelques problèmes au moment de savoir si on peut se fier à cette pratique, évidemment. On retrouve une similitude avec les théories d'Andrew Taylor Still, qui en 1894 invente l'ostéopathie exacte, en considérant que les os luxés interfèrent avec la circulation sanguine, provoquant toutes sortes de maladies. On admet généralement que Palmer s'est formé aux techniques de l'ostéopathie, même s'il ne s'en vante nulle part. Et l'ostéopathie, nous allons y revenir un autre jour. La place de la chiropraxie. Citons Wikipédia. La Fédération mondiale de chiropractique, WFC, est membre de l'OMS depuis 1993. La chiropratique est reconnue comme profession de santé complémentaire par le Comité international olympique depuis 1992. La chiropratique est en 2009 la troisième profession de santé aux États-Unis après la médecine générale et la chirurgie dentaire. En France, la chiropraxie est reconnue depuis la loi du 4 mars 2002. Cette pratique est rattachée au Code de la santé publique par l'article 75 comme profession de santé. Fin de citation de Wikipédia. Aux États-Unis, elle représente un marché annuel de 2,4 à 4 milliards de dollars en 2008. La formation des chiropracteurs dure 5 ans, elle coûte environ 60 000 € et elle est ouverte aux bacheliers. Seul l'IFEC, l'Institut franco-européen de chiropraxie, est habilité à délivrer ce diplôme, enregistré au RNCP et agréé par le ministère de la Santé. Tout ça vous montre que c'est bien, tout c'est officiel, c'est extrêmement rassurant, ça veut dire que c'est du solide. Au terme de la formation, les étudiants reçoivent un diplôme de Doctor of Chiropractic, qui n'est pas du tout un vrai doctorat, c'est-à-dire un bac+8, mais dérive des appellations anglophones, et je me permets de dire que je trouve ça particulièrement trompeur et malvenu. On n'est pas docteur quand on est Doctor of Chiropractic. C'est un peu gênant. Pourquoi maintenir ce flou? Peut-être qu'on devrait vouloir retirer ce flou. Donc je lance un appel aux chiropracteurs, faites le ménage au cas où ce titre est utilisé, peut-être que je me trompe, hein. J'espère que je me trompe. Selon l'Association française de chiropraxie, il s'agit d'une médecine manuelle de référence pour les soins du dos et des articulations. La chiropraxie se fonde sur une conception globale du fonctionnement de l'organisme et des relations existantes entre la colonne vertébrale, le système nerveux et certains troubles de la santé. La chiropraxie est donc une réponse naturelle, non médicamenteuse, préventive autant que curative. Fin de citation. Alors, qu'est-ce que ça soigne? La chiropraxie intervient depuis longtemps, avec beaucoup de succès, sur des douleurs d'origine vertébrale, mais aussi pour beaucoup d'autres conditions telles que la géniste, qui n'est pas celle donnée par l'IFEC, mais par un site qui s'appelle chirodijon.com, un chiropracteur de Dijon, qui, lui, n'hésite pas à être franc sur les prétentions de sa discipline. Parce que, je vous dis une parenthèse, les organismes plus ou moins officiels de la chiropraxie sont prudentes et ont limité leurs prétentions, et notamment personne ne dit que ça soit de la grippe aujourd'hui. Hein. Ils se contentent de parler d'articulation et de colonne vertébrale, mais vous verrez que les praticiens, eux, le message n'est pas encore passé, et donc à Dijon, la chiropraxie permet de s'occuper des conditions telles que action d'aide et de prévention à la santé en entreprise, gestes et postures, conseils et audits. Bon. Mais attention, algodystrophie, arthrite inflammatoire, arthrose
du dos, des hanches, des genoux, des pieds, des épaules, des coudes, des poignets et des mains, le canal carpien, le canal lombaire étroit, la capsulite rétractile de l'épaule, correction posturale, chiropratique, gestion du stress, fibromyalgie, hernie discale, lombaire ou cervicale, maux de tête, ménopause, migraine, neuropathie et névralgie, ostéoporose, ostéophénie, pédiatrie, nourrissons, enfants et adolescents, prévention des risques et blessures sportives, scoliose fonctionnelle, stress au travail, syndrome d'Arnold, syndrome pyrénal, syndrome de Sadam, tennis elbow, troubles digestifs, troubles musculo-squelettiques, troubles du sommeil, vertige orthostatique ou vestibulaire. Et d'autres sources ajoutent également le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH, dans la liste des indications de la chiropraxie. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Notons toutefois que l'Institut français chiropratique, qui fait autorité, limite un peu cette liste, et nous verrons plus tard si des travaux scientifiques viennent justifier les prétentions thérapeutiques, même limitées. Pour ce qui est de la place de cette pratique dans le système de santé, le rapport de l'INSERM précise la chose suivante. Les actes accomplis par les chiropraticiens ne sont pas conventionnés par l'assurance maladie, et à ce titre ne sont donc pas remboursés par la sécurité sociale. Certaines mutuelles de santé complémentaires peuvent cependant accepter une prise en charge partielle des traitements prodigués. La liste de ces mutuelles est donnée sur le site de l'Association française de chiropratique. Comme c'est avec votre argent, allez vous renseigner sur ce qu'on en fait, éventuellement. Le monde de la chiropraxie, fidèle à Palmer lui-même, est encore volontiers anti-vax et anti-science. Désolé, mais il faut qu'on en parle. Citons l'inventeur lui-même. C'est le comble de l'absurdité que de vouloir protéger une personne de la variole ou de toute autre maladie en lui inoculant un poison animal répugnant. Fin de citation. Et voici quelques références montrant que ce sentiment est omniprésent dans la profession chiropratique bien après Palmer, jusque dans les années 2000. En 1993, l'héritier de la philosophie des Palmer, Fred H. Barge, Doctor of Chiropractic, bien sûr, ancien président de l'ICA, International Chiropractors Association, a déclaré « Je suis un ferme opposant à la vaccination artificielle et à la théorie archaïque des germes sur laquelle elle repose. Moi-même, mes 3 filles et mes 6 petits-enfants n'avons jamais été vaccinés pour quoi que ce soit. J'essaie même d'éviter de faire vacciner mes chiens. » Bien sûr, je n'accuse pas tous les chiropracteurs d'être des anti-vax, not all chiropractors évidemment, mais cette position nous éclaire au moins un peu sur le rapport de la chiropraxie avec la science et la médecine. Nous constatons qu'il y a comme un hiatus, un décalage, une déconnexion, un conflit, une sorte de mauvais alignement, j'oserais parler de subluxation logique. Non, je ne dirais pas, non, je retire ce que j'ai dit. Mais ces opinions ne nous prouvent pas qu'on ne peut pas espérer un bénéfice thérapeutique à avoir recours à la chiropraxie. Ok ? Jusqu'à présent, on n'a pas prouvé que ça ne marche pas. Alors, allons regarder ce que dit la science. En 1963, le College of Physicians and Surgeons of the Province of Quebec rédige un rapport qui enterre la chiropraxie et qui reste valable 60 ans plus tard. Je cite. Les chiropraticiens affirment que les subluxations ou déplacements partiels des vertèbres perturbent la distribution des impulsions nerveuses aux tissus et aux cellules. Les neurophysiologistes ont mis au point des méthodes d'enregistrement du passage des impulsions dans les nerfs. Des appareils d'une sensibilité exceptionnelle sont à la disposition de tous ceux qui souhaitent les utiliser. Aucune étude scientifique n'a jamais été publiée sur le sujet par un chiropracteur. Aucun chiropracteur n'a jamais défini, ni quantitativement ni qualitativement, ce que la chiropratique entend par perturbation de l'influx nerveux. Est-ce leur nombre, leur amplitude, leur fréquence ou leur forme d'onde qui sont affectés? Toutes ces qualités peuvent être identifiées, enregistrées et étudiées. Il n'est plus possible d'accepter des affirmations empiriques. La preuve aurait dû précéder l'application pratique. Le premier point étant indéfendable, le reste s'écroule. Fin de citation. Cette critique dirimante des principes théoriques n'est toujours pas une démonstration que la chiropraxie n'a pas d'effet. Mais une expérience a été réalisée en 1973 par le docteur Stephen Barrett,
qui montrent que les chiropracteurs posent des diagnostics complètement aléatoires et donc qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici l'expérience. Le docteur Stephen Barrett a envoyé une fillette de 4 ans en bonne santé chez 5 chiropracteurs pour un bilan de santé. Le premier a déclaré que les omoplates de l'enfant étaient déplacées et a trouvé des nerfs pincés au niveau de l'estomac et de la vésicule biliaire. Le deuxième a déclaré que le bassin de l'enfant était tordu. Le troisième a déclaré qu'une hanche était surélevée et que des désalignements de la colonne vertébrale pourraient causer des maux de tête, de la nervosité, des troubles de l'équilibre ou des problèmes digestifs à l'avenir. Le quatrième a prédit de mauvaises règles et un accouchement difficile si sa jambe gauche, plus courte, n'était pas traitée. Le cinquième a non seulement constaté des problèmes de hanche et de cou, mais les a également ajustés sans prendre la peine de demander la permission. Quelques années plus tard, 11 chiropraticiens ont examiné 2 femmes adultes et ont obtenu des résultats tout aussi incohérents les uns avec les autres. Voici la source de l'étude. Allez vérifier, ne me croyez pas sur parole. Peut-être l'ignorez-vous, mais il existe des conflits internes entre des chapelles de chiropracteurs qui croient à diverses notions auxquelles ils adhèrent, mais sans les tester. Certains sont fidèles à la vision du maître Palmer, on les appelle les straight, et d'autres, ce sont les mixeurs, ajoutent des pseudosciences, des pseudo-théories autour, en général tout aussi improuvées, comme l'iridologie, l'acupuncture, la craniothérapie et la kinésiologie appliquée. Alors maintenant, intéressons-nous à la littérature. Aujourd'hui, il existe plus de 3000 publications scientifiques avec chiropractique ou chiropractor dans leur titre. On va pouvoir trouver, comme dans tout corpus de travaux de cette taille, des études qui montrent un truc ou qui montrent l'inverse, évidemment, et le non-expert n'a pas le choix. Il doit se tourner vers les méta-analyses et les reviews pour se faire un avis. Tout seul face à tout ce corpus, si je me pose une question, j'aurai des papiers qui me disent oui, et d'autres qui me disent non, d'autres qui me disent meuf, et je ne saurais pas quoi en penser. Et donc, il faut que je réfère au travail de ceux qui savent trier les études, les classer dans l'ordre de leur qualité épistémique, pour en tirer quelque chose, une réponse. Visitons ensemble la bibliothèque Cochrane, l'organisation qui publie régulièrement des synthèses sur l'état des connaissances en matière de santé. On trouve une dizaine de synthèses qui testent directement des pratiques de chiropraxie. Prenons-les dans l'ordre chronologique. En 2003, contre le syndrome du canal carpien, pas d'effet de la chiropraxie. En 2005, contre l'asthme, c'est bof. Je cite, « Actuellement, il n'y a pas suffisamment de preuves pour soutenir ou réfuter l'utilisation de la thérapie manuelle pour les patients souffrant d'asthme. » En 2006, contre les règles douloureuses, nope. Il n'existe pas de preuves suggérant que la manipulation vertébrale est efficace dans le traitement de la dysménorrhée. Alors, allons en 2008, contre les douleurs cervicales. Là, quand même, non, rien de concluant. La littérature actuelle ne soutient ni ne réfute l'efficacité de la traction continue ou intermittente pour la réduction de la douleur, l'amélioration de la fonction ou l'effet global perçu par rapport à la traction placebo, au comprimé ou à la chaleur ou à d'autres traitements conservateurs chez les patients souffrant de troubles chroniques du cou. En 2010, contre les douleurs lombaires, les lombaires quand même c'est connu, ça a marché. Alors oui mais non, vous allez voir que ça n'est pas si clair. Les interventions chiropratiques combinées ont légèrement amélioré la douleur et l'incapacité à court terme et la douleur à moyen terme pour la lombalgie aiguë et subaiguë. Cependant, il n'existe actuellement aucune preuve permettant de confirmer ou d'infirmer que ces interventions apportent une différence cliniquement significative en termes de douleur ou d'incapacité chez les personnes souffrant de lombalgie par rapport à d'autres interventions. On continue. En 2011, contre les douleurs lombaires chroniques, c'est encore un échec. Je cite, « Des preuves de haute qualité suggèrent
qu'il n'y a pas de différence cliniquement pertinente entre la thérapie manipulative de la colonne vertébrale et d'autres interventions pour réduire la douleur et améliorer la fonction chez les patients souffrant de lombalgie chronique. La détermination du rapport coût-efficacité des soins est une priorité absolue. 2011 toujours, contre l'énurésie. L'énurésie, c'est le pipi au lit. Eh bien, toujours rien. Je cite, l'hypnose, la psychothérapie, l'acupuncture, la chiropraxie et les plantes médicinales sont faiblement étayées, mais elles proviennent dans chaque cas d'essais uniques de petite taille dont la rigueur méthodologique est parfois douteuse. Des essais randomisés, solides, sont nécessaires avec une efficacité, un rapport coût-efficacité et des effets indésirables clairement signalés. 2012, contre les coliques infantiles. Eh bien, rien de convaincant et en plus, les auteurs émettent des doutes sur la sécurité de ces interventions. Je cite, « La majorité des essais inclus semblent indiquer que les parents des nourrissons recevant les thérapies manipulatives rapportent moins d'heures de pleurs par jour que les parents dont les nourrissons ne reçoivent pas de thérapie manipulative. » Bien, mais plus loin, les essais indiquent également qu'une plus grande proportion de ces parents ont fait état d'amélioration cliniquement significative. Cependant, la plupart des études présentaient un risque élevé de biais de performance du fait que les évaluateurs, les parents, savaient qui avait bénéficié de l'intervention. Autrement dit, il n'y a pas d'aveugle. Lorsque l'on combine uniquement les essais présentant un faible risque de biais de performance, les résultats ne sont plus statistiquement significatifs. Les données sont insuffisantes pour tirer des conclusions définitives sur la sécurité de ces interventions. Bon, alors on continue. 2012, toujours contre le syndrome du canal carpien, encore. Et ben là, c'est bof, des travaux de faible qualité et attention au risque. Je cite, « Il existe des preuves limitées et de très faible qualité du bénéfice de l'ensemble des diverses interventions d'exercice et de mobilisation pour le syndrome du canal carpien, le SCC. Les personnes souffrant de SCC, qui indiquent une préférence pour les interventions d'exercice ou de mobilisation, doivent être informées des preuves limitées de l'efficacité et de la sécurité de cette intervention par leur prestataire de soins, jusqu'à ce que d'autres essais contrôlés, randomisés, de haute qualité, évaluant l'efficacité et la sécurité de diverses interventions d'exercice et de mobilisation par rapport à d'autres interventions non chirurgicales, soient entreprises. La décision de fournir ce type d'intervention non chirurgicale aux personnes souffrant de SCC doit être basée sur l'expertise du clinicien dans l'exécution de ces traitements et sur les préférences du patient. En gros, vous avez entendu, ils sont méga prudents dans ces conclusions, comme s'ils n'avaient pas tellement envie que les gens se croient en sécurité. Il faut peut-être entendre ce qui est dit. Et enfin, 2012, toujours contre les douleurs lombaires. Alors, marche-t-il, marche-t-il pas? La réponse est non. La thérapie manipulative de la colonne vertébrale, la SMT en anglais, n'est pas plus efficace chez les participants souffrant de lombalgie aiguë que les interventions inertes, la SMT fictive ou lorsqu'elle est ajoutée à une autre intervention. La SMT ne semble pas non plus être plus efficace que les autres thérapies recommandées. La décision d'orienter des patients vers la SMT devrait être basée sur les coûts, les préférences des patients et des prestataires et la sécurité relative de la SMT par rapport à d'autres options thérapeutiques. Fin de citation. Toutes les sources sont disponibles librement. Vous les cherchez, vous les trouverez et vous pourrez vérifier par vous-même. Mais je résume pour vous, là, dans cette vidéo, la chiropraxie n'est jamais une intervention qui serait plus efficace qu'un autre type de prise en charge. La qualité des données disponibles depuis 130 ans est mauvaise et le niveau de sécurité des patients n'est pas garanti. Donc, dans l'ensemble, c'est exactement la conclusion du rapport de l'INSERM en 2011.
Les réponses apportées par la chiropratique sont potentiellement efficaces dans certaines indications, mais sans supériorité par rapport aux alternatives plus classiques. Des événements indésirables rares mais graves peuvent survenir lors des manipulations des vertèbres cervicales. Si les chiropracteurs ou n'importe quel promoteur de n'importe quel type d'offre thérapeutique continuent de revendiquer des effets dans 1000 maladies et qu'on fait l'effort de réaliser des études sur ces 1000 indications, eh bien, mathématiquement, le hasard finira par produire un résultat positif, parfois, de temps en temps, même en l'absence d'effets réels. C'est ce qui provoque la confusion autour des résultats dans la littérature lorsqu'ils sont pléthoriques. Et une confusion de ce type, une profession honnête, elle chercherait à s'en débarrasser. Ne soyons pas monolithiques et sans nuance dans la critique. Comme le disait déjà William Jervis en 1987, dans un article critique publié dans The Skeptical Inquirer, il existe également des chiropraticiens qui pratiquent une thérapie manipulative rationnelle et conservatrice de la colonne vertébrale pour les troubles neuromusculo-squelettiques. Autrement dit, il y en a des biens. Problème, le malade ne dispose presque jamais des informations pertinentes pour savoir reconnaître un tel praticien. C'est précisément ce à quoi servent les études scientifiques, les titres protégés et les encadrements juridiques d'une profession. Savoir qu'on reçoit le meilleur traitement adapté à notre situation et que c'est garanti par des gens dont c'est le métier. Parce que le problème, c'est qu'avec la chiropraxie, les malades reçoivent des traitements qui peuvent avoir des effets secondaires graves. Regardons-les. En 2001, une méta-analyse montre que près de la moitié des patients traités par chiropraxie ont rencontré temporairement des effets secondaires négatifs tels que douleurs, paralysie, raideur, vertige et maux de tête. Ces troubles sont relativement mineurs, mais leur fréquence est très élevée. J'ai trouvé l'information dans un article de Simon Singh, qui est le co-auteur de ce livre avec Edzard Ernst. Après ces travaux de 2001, deux nouvelles études en 2004 et en 2005 vont dans le même sens en montrant que les effets adverses se produisent chez 61% et 30% des personnes qui consultent. Il est aussi rapporté des complications graves, avec parfois un pronostic vital engagé, principalement en cas de manipulation cervicale sous la forme d'accidents vasculaires vertébro-basilaires. Et pour illustrer cela, voici une histoire dramatique, celle que Simon Singh raconte dans l'article traduit et diffusé sur le site de la FIS. Le lien est en description. La Canadienne Laurie Mathiasson, serveuse âgée de 20 ans, a consulté entre 1997 et 1998 21 fois un chiropracteur pour soulager un mal de dos. Lors de son avant-dernière visite, elle s'est plainte d'une raideur dans son cou. Ce soir-là, elle a commencé à faire tomber les plats au restaurant. Elle est donc retournée chez son chiropracteur. Alors que le chiropracteur effectuait des manipulations sur son cou, Mathiasson s'est mise à pleurer. Ses yeux ont commencé à rouler, de l'écume s'est formée dans sa bouche et son corps s'est mis à convulser. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle a sombré dans un coma pour décéder 3 jours plus tard. L'enquêteur en charge du dossier a déclaré « Laurie est morte d'une rupture de l'artère vertébrale intervenue en association avec une manipulation vertébrale du cou ». D'un cas isolé, il faut se garder de faire des généralités, vous le savez, mais l'histoire de Laurie Mathiasson, ici, nous servira à illustrer les statistiques que vous pourrez aller vérifier. Voici les chiffres. Une comparaison des actions disciplinaires californiennes entre 1998 et 2002, à l'encontre des chiropracteurs et des médecins, a montré qu'il y avait 4,5 actions de ce type pour 1000 chiropracteurs par an, un chiffre supérieur de 98% à celui des médecins. Le taux d'incidence de la fraude pour 1000 personnes était de 1,99 pour les chiropracteurs, soit 895% de plus que pour les médecins. Le taux d'incidence des transgressions des limites sexuelles était de 1,01 pour les chiropracteurs, soit 339% de plus
que pour les médecins. Quand vous consultez un thérapeute alternatif, non seulement la science vous dit que vous n'avez rien à espérer, mais en plus l'éthique du praticien a de fortes chances d'être discutable. Le professeur Edzard Ernst accuse les chiropracteurs d'affirmer que leur pratique est 100% sûre et d'avoir, pendant des années, gardé sous silence les cas de complications et tout type d'effets secondaires. Il n'était presque jamais signalé avant la fin des années 90. Sur les risques, en France, selon le rapport de l'INSERM, je cite, « En conclusion, ces complications sont rares, mais graves. L'estimation de l'incidence des accidents graves avec des séquelles importantes ou des décès reste encore incertaine et rend difficile la comparaison avec les complications graves causées par d'autres thérapies. » On va parler un peu des Anglais, petite parenthèse pour évoquer les chiropracteurs anglais et la liberté d'expression. En 2009, l'Association britannique de chiropraxie, la BCA, porte plainte contre Simon Singh, journaliste scientifique, auteur d'un article critique que j'ai cité tout à l'heure. Il critiquait le recours à cette pratique pour les otites et les coliques infantiles. Après la plainte, le journal Guardian décide de retirer la tribune de M. Singh. Pour être fair-play, précisons qu'une autre association, la McTimoney Chiropractic Association, a choisi, au contraire, de mettre en veille son site internet et d'avertir par mail ses membres qu'il fallait être prudent et mesuré dans les prétentions thérapeutiques qui pourraient se retourner contre eux. La plainte du BCA s'est retournée contre les chiropracteurs, ils ont perdu le procès et la loi anglaise a été modifiée en 2013 pour protéger la liberté d'expression. C'était une parenthèse pour les chiropracteurs français qui regardent cette vidéo et que j'embrasse, bien sûr. Passons à la conclusion. Nous sommes remontés à l'invention de la discipline par M. Palmer, un charlatan. Nous avons regardé de près les principes théoriques, ineptes, et les prétentions thérapeutiques, beaucoup trop nombreuses. La littérature scientifique montre que la chiropraxie n'apporte jamais aucun bénéfice supérieur à une autre pratique plus conventionnelle. Et enfin, nous avons vu que les risques de complications étaient réels et parfois graves. Vous avez désormais toutes les informations pour vous faire votre propre avis. Faites vos propres recherches si vous voulez pour aller plus loin. Documentez-vous, c'est super, je vous dirai jamais le contraire. Et ainsi, vous tirerez vous-même la conclusion sur ce que vaut vraiment la chiropraxie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui apportent leur soutien à ce travail sur les plateformes de financement participatif. Sans vous, évidemment, on met la clé sous la porte. Partagez cette vidéo si elle vous semble utile, mais pas en l'utilisant comme un argument contre un ami qui serait adhérent à cette pratique. À la place, parlez à vos amis. Disputez-vous gentiment, ça peut arriver. Recoupez les infos. Cherchez ensemble, avec lui, avec elle, des infos pour vérifier les choses. Et puis, si c'est possible, passez du temps à être des amis, plutôt qu'à vous engueuler. J'ai pas dit que j'y arrivais, mais c'est un conseil que je pense être utile à suivre. Et en plus, c'est gratuit. À bientôt, des bisous, si c'est votre truc.